Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle vidéo, nouvel épisode sur l'histoire de la New Japan Pro Wrestling. Épisode numéro, je ne sais plus, 6 ou 7, bref on s'en fout. Épisode tourné sous une chaleur caniculaire, donc je vais essayer d'aller assez vite quand même parce qu'il fait déjà hyper chaud. Mais je vais quand même essayer de raconter tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc on s'était quitté sur l'épisode précédent avec la fuite des talents chez New Japan Pro Wrestling, avec notamment les lutteurs qui vont fonder UWF. Il y a également Riki Choshu qui s'en va. Donc pour resituer un petit peu, enfin parler un peu des à côté de New Japan et voir un peu l'influence que ça a, la UWF, on va parler rapidement de la UWF. Donc UWF première version, parce qu'il y a eu trois versions de la UWF. Il y a eu la UWF, donc je vais parler maintenant. Il y a eu la UWF Reborn à la fin des années 80, et durant les années 90, il y a eu la UWF-I. Donc là, on va parler de la UWF première version, la originale. Première compagnie de shoot style au Japon, donc c'est un style qui va être hyper populaire par la suite et qui va influer sur pas mal de choses, donc c'est quand même un événement. Fondé au début de l'année 1984 par Hiroshi Shinma, qui a décidé de quitter New Japan Pro Wrestling, on l'a vu précédemment. Exode de stars, donc forcément, rapidement, Akira Maeda, Nobuhiko Takada, Yoshiaki Fujiwara, Satoru Sayama, donc l'ex-Tiger Mask, qui va se faire appeler Super Tiger. Voilà, parce qu'il va garder un masque de tigre, mais il ne pourra pas s'appeler Tiger Mask, parce que forcément, les droits de la gimmick appartiennent à Antonio Inoki au travers de sa compagnie New Japan. Donc il ne peut pas s'appeler Tiger Mask, donc il va s'appeler Super Tiger. Mais on sait que c'est l'ex-Tiger Mask, Satoru Sayama. Tous sont des élèves de Karl Gotch, et d'ailleurs Karl Gotch, chose importante, il va devenir entraîneur de la UWF au début de celle-ci. Une histoire très tumultueuse, la UWF, beaucoup de rebondissements, des bons matchs aussi, des grands matchs, mais on peut parler rapidement de ce qui s'est passé backstage, on va pas faire non plus chose super long. Une histoire tumultueuse parce que la compagnie va durer 1 an et demi, donc de début 84 à fin 85. Donc tout début, avant de produire des shows, Hiroshi Shinma va réussir à obtenir un deal télé avec Fuji TV, parce que voilà, le buzz que ça a généré un peu, et puis l'excitation d'avoir une nouvelle compagnie, et puis c'était des noms assez populaires et des grands talents, donc il y avait un peu sur le papier la promesse d'un truc qui allait plus ou moins buzzer, plus ou moins marcher, plus ou moins, hein, c'était pas gagné, mais en fait Fuji TV, ils ont accepté de dealer parce que tous ces mecs là de la UWF étaient partis, ils avaient annoncé qu'ils allaient créer la UWF, et en fait ils se sont servis du fait que ils ont dit que Riki Choshu allait quitter la New Japan, donc ça c'était quelque chose qui se savait déjà plus ou moins. Choshu va quitter New Japan un peu plus tard que tout la clique UWF. Et du coup, Fuji TV, très intéressé, parce que Riki Choshu, énorme nom, c'est le troisième gros nom de New Japan après Inoki, et allez, on va dire qu'il est tout juste derrière Fujinami. Donc voilà, il y allait avoir une tête d'affiche. Fuji TV s'est dit, c'est un bon deal, donc on va négocier avec UWF et on va leur donner un deal télé. Sauf que Riki Choshu, il va effectivement quitter New Japan Pro Wrestling, mais il ne va pas rejoindre la UWF. Parce que du coup, à ce moment-là, il y a trois grosses compagnies au Japon. Enfin, il y a la New Japan Pro Wrestling, il y a la All Japan Pro Wrestling de Giant Baba, et il y a la UWF qui vient d'être créée. On ne sait pas encore si ça va véritablement cartonner ou pas. Et Riki Choshu, quand il quitte New Japan Pro Wrestling, il ne rejoint pas UWF, il ne rejoint pas All Japan Pro Wrestling, il va créer sa propre compagnie qui va s'appeler Japan Pro Wrestling. Donc lui, il ne met pas de New, il ne met pas de All, il appelle sa compagnie Japan Pro Wrestling. Et l'ambition de Riki Choshu, c'était de créer une compagnie mainstream qui ne serait ni New Japan, ni All Japan. Cependant, il va quitter New Japan avec son roster, j'allais dire, son clan de dissidents, on a vu dans les précédents épisodes. Mais du coup, ça fait un roster très peu fourni. Donc, Japan Pro Wrestling, donc de Riki Choshu, va s'associer avec la All Japan Pro Wrestling de Giant Baba. Et dans l'idée, Riki Choshu voulait d'abord développer économiquement sa compagnie pour pouvoir recruter d'autres catcheurs, s'établir un roster suffisamment large pour pouvoir produire ses propres shows.
Parce que là, le roster était hyper restreint et donc forcément, tu n'allais pas pouvoir faire beaucoup de match-ups différents. Donc ça allait très très vite tourner en rond. Donc, Riki Choshu, quand il sera en dehors de New Japan, on dit souvent qu'il a rejoint la All Japan. Donc c'est vrai dans l'idée. Mais en fait, il a créé sa compagnie et ils vont s'associer avec la All Japan. Et ça va faire plus ou moins une feud sur plusieurs années entre la All Japan Pro Wrestling et les catcheurs de la All Japan Pro Wrestling contre Riki Choshu et son gang de Japan Pro Wrestling. Et du coup, tous ces match-ups là entre All Japan et la clique de Choshu vont avoir lieu dans des shows de la All Japan et dans des shows produits par la compagnie de Choshu. Mais après, ça va être plus ou moins les mêmes matchs et la storyline vont continuer à la fois chez All Japan et à la fois chez Choshu. Donc, puisqu'ils ne vont pas récupérer Choshu, Fuji TV, comme je vous avais dit sur, je crois que c'était peut-être le premier épisode ou le deuxième, je ne sais plus, avec la télévision, je crois que c'est le deuxième. Fuji TV, l'équipe de télé vont venir au premier show de la UWF, ils vont enregistrer, etc. Très bien. Puis en fait, il n'y a pas Riki Choshu. Donc, quand ils vont repartir à la télévision pour clipper le show enregistré pour pouvoir le diffuser théoriquement, mais vu qu'il n'y a pas Riki Choshu, le deal il va tout simplement être annulé. Parce qu'en fait, le deal il a été plus ou moins établi sur la promesse que Riki Choshu allait rejoindre la UWF, ce qui n'est pas le cas. Donc, le deal est annulé. Le fameux président Hirashi Shinma, donc on est toujours chez UWF, va quitter la compagnie en août 84, donc peu de temps après sa création, il va rejoindre Giant Baba à la All Japan Pro Wrestling. Donc Shinma, en moins d'un an, il va faire un New Japan Pro Wrestling, il va partir, créer la UWF, et il va partir, il va rejoindre la All Japan. En tant que président, il sera remplacé par Noboru Urata, voilà, et qui va obtenir un nouveau deal télé. Donc en août 84, ça fait moins de. Allez, on va dire que ça fait 6 mois qu'ils existent. Ils en sont déjà à leur deuxième deal télé. Et Urata, nouveau président, à l'automne, donc en fin d'année, quelques mois après son arrivée, il va se faire arrêter en compagnie d'un Yakuza pour des menaces envers l'entourage de Sayama. Voilà, ce qui va créer un scandale. Et le nouveau deal télé, enfin le deuxième deal télé dont a bénéficié UWF, va se retirer suite à ce scandale. Et la UWF ne sera du coup plus mis à la télévision. Et donc forcément, pour gagner en popularité, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc voilà. Alors les menaces, c'est surtout parce que Urata était très proche de Akira Maeda et backstage, très rapidement, quasiment dès les débuts de la compagnie, Akira Maeda et Satoru Sayama, ex-Tiger Mask, vont se prendre la tête sur vers quoi est-ce que devrait tendre le produit. C'est du shoot style, mais voilà, le style à l'intérieur, les deux vont pas être d'accord sur la direction que devrait prendre la compagnie. Donc il va y avoir des tensions en backstage entre les deux. En 85, donc l'année suivante, ils vont récupérer un nouveau deal télé, ils vont reperdre, donc c'est quand même le troisième. Et leur sponsor principal va se retirer suite à un scandale financier. Donc la UWF, gros scandale, gros problème financier durant l'année 85, lors de leur deuxième année d'existence, qui va accentuer les tensions entre Maeda et Sayama. Parce que du coup, là, la compagnie est vraiment sur le point de... Voilà, ça sent très très mauvais, donc il faut vraiment changer quelque chose dans le style, peut-être, éventuellement. Et ça va accentuer les tensions entre Maeda et Sayama qui vont pas se mettre d'accord. Et tout ça va se terminer le 2 septembre 1985. Les deux vont s'affronter. Akira Maeda contre Satoru Sayama, pas de masque cette fois. Et Maeda il va shooter sur Sayama pendant le match. Il va lui mettre un grand coup de genou dans les parties. Et voilà. Donc pour son non-professionnalisme, Akira Maeda va être dégagé de la UWF, qui va fermer tout de suite après, parce que Satoru Sayama lui aussi, il s'est dit ok, moi je me casse, le catch c'est fini. Donc Sayama parti, Maeda parti. Faut pas être un génie pour comprendre que là la UWF c'est fini. Déjà la UWF ça allait mal, et là tu perds tes deux top stars. Sur le papier tu ne peux pas t'en sortir. Et donc voilà, ce qui va mener la clique UWF à revenir à la New Japan Pro Wrestling, et de son côté Satoru Sayama va former Shuto, qui est, on n'en parle pas beaucoup, mais du coup la première compagnie de MMA
plus ou moins. Parce qu'il va former Shuto en 86, je crois, 87, je sais plus. Et en fait, je dis que ça va être une compagnie MMA parce qu'en fait, il va former des combattants. Enfin, il va former plusieurs combattants sur un style similaire. Et Shuto va produire des shows où des mecs qui ont le même background vont s'affronter. Donc, de là à dire que c'est du mixed martial arts, un peu, parce que les mecs ont comment on dit, différentes techniques, c'est pas le mot que je cherche, mais différents courants, on va dire, dans leur style de combat, mais c'est pas des styles diamétralement opposés qui vont s'affronter, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Et ensuite, Shuto, à partir de 1989, je crois, va inviter des combattants extérieurs qui vont venir combattre lors d'événements Shuto et ils vont affronter des combattants qui ont été formés à Shuto. De retour après une petite pause à cause de la chaleur, parce qu'il va vraiment très chaud. Voilà. Pour retourner un peu enfin, avant de retourner du côté de New Japan, parlons de ce qui se passe globalement au Japon à ce moment-là. C'est l'explosion de la bulle économique au Japon. Enfin, explosion. Enfin, non. Parce qu'une explosion, c'est quand la bulle, elle explose. Forcément, explosion. Non, là, c'est vraiment un grossissement de la bulle. Voilà, il y a une espèce d'enrichissement au Japon. Et voilà, beaucoup de gens vont faire beaucoup d'argent, notamment les Yakuza. Alors, je ne vais pas parler des Yakuza, enfin l'histoire des Yakuza, parce que sinon je vais faire une vidéo de 2 heures sans parler de catch. Mais les Yakuza vont, à partir de ce moment-là, c'était déjà le cas avant, mais à partir de ce moment-là, pouvoir investir massivement dans différents domaines, notamment le divertissement, donc le catch. Voilà. Donc historiquement, les Yakuza ont toujours été là. Je les case ici, je les ai déjà casés un petit peu avec la Miriki Dozan. Mais bon, voilà. Après, je ne veux pas détailler toutes les histoires qui existent avec les Yakuza et le catch, mais voilà, bref. En 1985, donc du coup, UWF ferme, fin 85. Fin 85 aussi pour parler de New Japan Pro Wrestling, le 31 octobre 1985, WWF, à l'époque, coupe les ponts avec la compagnie d'Anthony Inoki, pour la simple et bonne raison que Vince McMahon Jr., donc notre Vince McMahon à nous aujourd'hui, qui est à la tête de WWE, a récupéré la compagnie de son père quelques années auparavant. Et lui, alors son père, il était en accord avec la NWA de rester dans son coin et de faire autant d'argent que possible en restant dans son coin. Vince McMahon Jr., lui, pas du tout. Il récupère la compagnie de son père, il s'expand nationalement et ça marche de ouf. Cela on est en 85, on est en plein dans. Enfin, à sa manière 1 a déjà eu lieu. Hulk Hogan est une méga star, la Rock'n'Roll Connection. Rock'n'Roll Connection, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, si, je crois que c'est ça. Donc ça buzz, la WWF est la compagnie de catch numéro 1 aux États-Unis sans aucune contestation possible, on est en 85. Et Vince McMahon, lui, veut continuer à appuyer là où ça fait mal, il veut continuer à dominer le catch américain, il veut faire couler tous les autres. Même s'il dira que ça n'a jamais été personnel, voilà, qu'il voulait uniquement lui créer une grande compagnie, mais après peu importe ce qui se passait pour les autres. Non, le mec il voulait couler tout le monde. Et donc du coup dans cette entreprise-là, il s'est dit, ben, pourquoi est-ce que je me ferais chier à envoyer mes catcheurs au Japon? Alors, ça me rapporte de l'argent, certes, mais le mec il est mainstreamment parlant, WWF ça chope des contrats partout, donc ils croulent sous l'argent, ils n'ont pas besoin du partenariat avec New Japan. Donc plutôt que d'envoyer les catcheurs à New Japan, plutôt que de surcharger le calendrier de ces catcheurs, ben, il va économiser les tournées des catcheurs, ça leur fera moins de dates ailleurs, il pourra rajouter des dates chez lui, et il pourra appuyer là où ça fait mal, et appuyer sa domination. Donc fin du partenariat avec New Japan Pro Wrestling, donc plus de ceintures communes, les fameuses... comment ça s'appelait? Il y avait le titre Junior Heavyweight, WWF à l'époque,
WWF ensuite. Et le championnat, je crois que c'était le Tag Team International, je sais plus quoi. Le championnat international par équipe. Voilà. Donc, suite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai pas mis les choses dans l'ordre, je crois. Bref, je vais mettre, enfin, je vais en parler dans l'ordre. J'ai noté les trucs. 86, baisse d'audience et deal télé déplacé. Oui. New Japan Pro Wrestling, parce que la UWF est partie, parce que Riki Choshu est parti. Il n'y a plus de stars chez New Japan. Il y a Anthony Inoki, il y a Tatsumi Fujinami. Ça s'arrête à peu près là. Donc, forcément, moins de stars, moins d'audience, forcément. Et donc, les télés sont moins intéressées par exposer du catch à la télévision, notamment pour New Japan. Donc, le deal télé du lundi soir en prime time va être déplacé le lundi soir à minuit, puis beaucoup plus tard sera déplacé le samedi en plein milieu d'après-midi. De retour après une deuxième pause parce que c'était vraiment pas une bonne idée de tourner ça aujourd'hui. Bref, voilà, les deals télé déplacés suite à l'arrêt du partenariat avec WWF. New Japan va commencer à créer ses propres ceintures. Fin 85, les premiers champions par équipe IWGP seront Tatsumi Fujinami et Kengo Kimura, à ne pas confondre avec Rusher Kimura qui, comme j'en ai parlé précédemment, était la grande star de IWE qui va envahir New Japan et puis qui partira, et puis son clan sera repris par Choshu ensuite, etc. Donc Kengo Kimura, à ne pas confondre avec Rusher Kimura. Donc là on est en décembre 85. Fin 85 également, retour des lutteurs de la UWF au sein de New Japan Pro Wrestling. 86, une des plus grosses attractions de New Japan Pro Wrestling, c'est Tatsumi Fujinami contre Akira Maeda. Voilà, super match-up. Et c'est vraiment en dehors d'Inoki, c'est les deux plus grosses stars du monde. Voilà. Clash entre deux compagnies, clash entre deux philosophies, explosion dans l'engouement du public, ça va vraiment remonter les audiences et créer un buzz parce que les mecs de UWF sont portrayés comme des stars. Et en face, comme j'ai dit, il y a surtout Inoki qui va se mêler de la guéguerre, il y a Tatsumi Fujinami qui est devenu une plus grosse star par rapport au début des années 80 grâce à sa feud avec Choshu et sa victoire sur Inoki, j'en ai pas parlé, pour devenir les premiers champions par équipe de la New Japan. Parce que en fin 86, du coup, oui, non, fin 85, pardon, pour la World Tag League, qui va déterminer les premiers champions par équipe, il y avait dans le fait de récupérer des stars, Anthony Inoki va filer beaucoup d'argent à deux lutteurs de la All Japan Pro Wrestling, deux gaijin, il va piquer deux gaijin à Giant Baba, il va piquer Bruiser Brody et Jimmy Snuka. Du coup, la Tag League se passe, et à la fin de la Tag League, l'équipe qui finit première, enfin les deux équipes qui finissent en tête s'affrontent dans un match simple pour déterminer les premiers champions. Sauf que à la dernière journée, donc Snuka et Brody sont largement en tête devant Fujinami et Kimura et Inoki Sakaguchi qui sont troisième. Donc du coup, puisque Brody, voilà, j'ai du mal avec son nom. Puisque Brody et Snuka s'en vont, et du coup les équipes numéro 2 et 3 passent numéro 1 et 2, et c'est lors de ce match que va être déterminé les premiers champions par équipe. Et Tatsumi Fujinami, fait extrêmement rare pour être signalé, va battre Anthony Inoki, va lui river les épaules. Ce qui n'arrive jamais, hein, parce que Inoki, quand il perd des matchs, c'est par disqualification ou par des comptes extérieurs. Voilà. Une fois par KO contre Hogan, mais voilà. Voilà. J'ai noté quoi ensuite, j'en suis où? Oui, retour de l'engouement du public, parce que grosse sensation de réalisme. Forcément, le UWF, c'est du shoot style. Le shoot style, c'est le style de catch le plus proche de la réalité, le moins chorégraphié possible. Le but du shoot style, c'est que quand tu vois le combat, tu te demandes si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Est-ce que c'est worké? Est-ce que c'est pas worké?
Le shoot style, c'est ça. Donc forcément, quand tu es fan de l'époque, que tu sois Smart ou Mark, peu importe à quel point et à quel degré tu es plus ou moins connaisseur du catch, tu vois ces mecs-là arriver, tu les vois comment ils. Tu vois leur style hyper réaliste et leur frappe vraiment surpuissante. Les mecs, quand ils mettent des coups de pied, mettent vraiment des gros coups de pied, ça claque, c'est sans retenue. C'est vraiment chaque coup est porté à 100%. Ouais, tu te poses la question. Quand tu es entre guillemets marque et que tu sais pas que tout ça c'est un peu truqué, etc. Tu te dis, mais les mecs, c'est des tueurs. Les mecs, ils arrivent, ils veulent les défoncer, quoi. Donc forcément, toi, t'embarques. Et quand t'es plus ou moins smart et que tu vois ça, tu te poses la question de. Quand tu vois le style hyper réaliste, tu te poses la question de. Est-ce que les mecs, c'est des. Est-ce que c'est toujours des catcheurs? Est-ce que les mecs, c'est autre chose? Donc en fait, quand tu poses la question de. Est-ce que quand tu intrigues le public à se poser la question de. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Forcément, tu crées de l'intérêt. Voilà. Les deux trucs les plus connus aux États-Unis sur ces 10 dernières années, c'est les deux fameuses promos de CM Punk et bah là récemment MJF cette année. Euh, Là en 2011, tu te dis, c'est CM Punk qui parle, est-ce que c'est Phil Brooks ou Phil Brook, je sais plus s'il y a un S. Là MJF, quand il balance sa promo, tu te dis mais attends, est-ce que c'est une vraie promo? Si c'est une vraie promo, comment ça va se finir? Est-ce que il va y avoir fracture totale et le mec va partir chez WWE? Est-ce que il va quand même rester chez. Est-ce que ça va se rabibocher? Il va rester chez AEW, mais comment est-ce qu'ils vont se rabibocher? Si c'est worké, c'est pour aller dans quelle direction? Ouais. À partir du moment où tu intrigues le public, tu attises sa curiosité. Forcément, les gens vont payer pour voir. Donc voilà, l'une des choses qui a fait que ça a marché, l'intrigue, les mecs qui étaient intrigués, enfin les mecs ils ont vu des stars arriver, ils ont été intrigués par qu'est-ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce qui se passe là. Et voilà, après la qualité des matchs aussi va aider, parce que c'est vraiment une période où il va y avoir beaucoup de grands matchs. Après, ça va pas durer super longtemps, parce qu'il va y avoir quelques blessures, parce qu'il va y avoir des accidents aussi. Akira Maeda notamment va exploser le visage de Tatsumi Fujinami. Je crois que c'est l'arcade sur un coup de pied, je crois. Voilà, il pète. Je sais plus si c'est l'arcade ou le pif, je crois que c'est l'arcade. Et ouais, voilà, ça saigne et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, début 86, le 6 février 86, création du titre IWGP Junior Heavyweight, qui n'est pas du coup celui qu'a détenu Tatsumi Fujinami durant les années 70 et au début des années 80. Parce que ça c'est celui de la double, c'est le championnat junior heavyweight de la WWF. Voilà. Donc le championnat junior heavyweight que vous connaissez aujourd'hui, qui est défendu là en 2022 dans les shows New Japan, il a été créé le 6 février 1986. Et d'ailleurs, juste voilà, petit quiz, hein, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Il y a eu 4 hommes dans l'histoire de New Japan Pro Wrestling qui ont été champions Junior Heavyweight, champion IWGP Junior Heavyweight et champion poids lourd IWGP. Voilà. Qui sont ces 4 hommes? Voilà. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez réfléchir un petit peu. Alors déjà j'ai donné un petit indice, Tatsumi Fujinami n'est pas dedans. Tatsumi Fujinami a effectivement été champion junior et poids lourd chez New Japan, mais c'est pas les ceintures IWGP. Enfin, le championnat junior n'était pas le championnat IWGP, donc il ne rentre pas dans ma catégorie. Mais sur les deux versions modernes des titres, quels sont les 4 lutteurs à avoir été champion junior et poids lourd? Là, c'était simple. Enfin, c'était simple. Il y en a eu 4 et il y en a eu 3 lors des 4 dernières années. Donc, le dernier en date, c'est Will Ospreay. C'est celui-là. Juste avant lui, Kota Ibushi, qui a été champion de WGP, je crois, en 2021 pour la première fois, qui était champion junior. Avant lui, son copain des Golden Lovers, Kenny Omega, champion poids lourd en 2018, je dirais.
Ouais, 2018. Oui, 2018. Et le premier, eh bien, le premier, il faut remonter 20 ans avant, parce que je l'ai cité. Il s'agit de Nobuhiko Takada, qui va être, je crois, le 2 ou 3e champion de junior heavyweight, le deuxième, je crois. Oui, le deuxième. Et bah, il va prendre la ceinture junior, il va la reperdre, il va quitter la New Japan pour retourner dans ces trucs UWF, Reborn, UWFI, machin. Et quand ils vont revenir en 95, il va avoir la storyline de feud entre New Japan Pro Wrestling et UWFI, Nobuhiko Takada, le 4 janvier 96, euh, va battre l'ami Keiji Muto en main event du Tokyo Dome pour devenir champion poids lourd avec WGP. Donc voilà, les 4 qui ont été champions et junior et poids lourd, Nobuhiko Takada, Kenny Omega, Kota Ibushi et Will Ospreay. Belle brochette. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Voilà. Où est-ce que j'en suis? En 86, oui, très très nul. Pour essayer de ramener un jeune public, Antonio Inoki va créer la gimmick du Space Lone Wolf. Voilà, un cosmonaute. Gimmick donnée à Keiji Muto. Si vous ne le saviez pas, c'est normal, parce que la gimmick a floppé total, donc ça n'a pas duré longtemps. Et c'était certainement de la merde. Voilà, ça a beaucoup mieux marché fin 80, fin 89 pour être précis, quand ce sera la gimmick de Joshin Liger qui va ramener un jeune public. Fin 86 arrive Kitano Takeshi. Alors là, on arrive sur quelque chose d'important. Ah oui. Aussi, la UWF va repartir. J'ai pas noté. J'ai plus la date du show, mais la UWF va repartir. Parce que lors d'un gros six-man tag, alors j'ai plus les noms. Je sais que d'un côté, il y a Akira Maeda, forcément. Et de l'autre côté, il y a Riki Choshu, Masa Saito. Et j'ai oublié le troisième. Je sais plus, on s'en fout. Et je crois qu'il y a Fujiwara du côté de Maeda, mais c'est pas important. Il va se repasser à la New Japan, ce qui s'est plus ou moins passé avec Satoru Sayama à la UWF. C'est-à-dire que Maeda et Riki Choshu vont pas du tout s'entendre backstage. Et parce que c'est deux protégés d'Inoki, voilà, un peu comme la storyline, ce qui était passé entre Fujinami et Choshu qui essayaient dans leur storyline d'un peu d'être l'enfant le plus aimé de Papa Inoki. Bah là ça va un peu être la même chose, sauf qu'ils vont essayer d'influencer Inoki sur le style que doit être donné à la New Japan. Maeda, il essaie d'influencer Inoki de sorte que Inoki pousse sur le côté réaliste, pousse sa compagnie à adopter un style plus réaliste, sans forcément aller 100% dans ce que faisait l'UWF, mais un côté plus réaliste, où on utilise vraiment notre bagage en arts martiaux. Et Riki Choshu, lui, il se disait non, c'est pas viable à long terme, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Donc, clash entre les deux hommes backstage, et clash entre les deux hommes sur le ring, parce qu'à un moment donné, Akira Maeda, il va faire la même chose qu'il a fait à Satoru Sayama dans le ring, il va shooter sur Riki Choshu, il va lui mettre un grand coup de pied en pleine gueule, et il va lui péter, je crois, 2 ou 3 os orbitales, donc autour de l'œil. Et voilà. Et du coup, ça va très mal se passer. Maeda finira par se faire virer quelques mois après, je crois 2 mois après. Alors au début c'était suspension, et puis ensuite il y a eu l'idée de bah, vas-y Maeda, on va l'envoyer en prêt aux États-Unis, voilà, parce qu'aux États-Unis c'est un no-name. Le mec il va être là-bas, il va être utilisé un peu comme la chair à canon pour jobber. Ça lui fera pas de mal à l'ego, voilà, il remettra les pieds sur terre. Parce que Maeda il a fait mais hors de question. Hors de question les gars. Donc en fait Maeda il va juste se barrer de la compagnie. Il va repartir avec d'autres lutteurs pour aller reformer une nouvelle UWF, la UWF Reborn cette fois. Voilà. Donc voilà. Donc jusque là, New Japan Pro Wrestling, pour faire simple, suite à l'exode des stars en 84, ils vont passer 2 années à pas mal galérer. Et puis les stars UWF vont revenir
Riki Choshu va revenir. Donc là, il va y avoir tout un buzz, une espèce d'émulation, machin. Ils vont refaire beaucoup d'argent. Et puis, ça va mal se passer. Shoot de Maïda. Maïda va partir. Ils vont entre-temps créer leur premier titre IWGP parce qu'ils vont créer cette espèce de bureau de direction qui est un peu l'organisme qui gère. Enfin, c'est fictif, hein, IWGP, ça n'existe pas. Hein. International Wrestling Grand Prix, c'est une espèce de bureau de direction qui gère la compétition au sein du Japan, qui gère les règles, qui obtient des title shots. Voilà, c'est eux qui créent les ceintures, etc. Et après une petite ellipse, il est temps de terminer cette vidéo avec le sujet Vader. Le début de Vader chez New Japan Pro Wrestling. À la fin de l'année 1987, le 27 décembre 1987. Donc il faut savoir que la dernière semaine de l'année au Japon, il y a ce qu'on appelle le Bonenkai. Le Bonenkai, c'est une tradition où les gens vont un peu célébrer la fin de l'année de manière amicale, que ce soit dans le cercle d'amis et même le cercle professionnel. Et même dans les entreprises japonaises, c'est même parfois elles qui organisent ça pour leurs employés. En mode, bon, on laisse derrière nous tout ce qui a été mauvais durant cette année et on se tourne vers la nouvelle année. Voilà, on oublie éventuellement tous les problèmes qu'il peut y avoir entre nous, etc. Machin. Et généralement, ça se retrouve dans des fêtes organisées avec beaucoup d'alcool. Donc il y en a une, il y a ce qu'on appelle le Bonenkai, donc ça se passe à la fin de l'année. Et il y a également une autre tradition, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui se déroule aussi en tout début d'année, pour un peu célébrer la nouvelle année, célébrons avec les amis, célébrons avec les collègues, etc. Donc déjà, il y a fort à parier que il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce mood-là de allons fêter pour oublier tout ce qui s'est passé durant cette année-là. Vu que ça se passe en fin d'année, ça se passe le 27 décembre, donc on est pile dans la dernière semaine. Donc, il y a énormément de chances qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour célébrer le Bonenkai. Donc des gens sous alcool, hein, dans une arène où les gens aiment faire beaucoup de bruit, c'est vraiment des fans très très hardcore. Donc il faut imaginer un peu une arène ECW sous alcool, quoi. Voilà. Pour schématiser. Donc voilà, c'est les débuts de Kitano. Kitano, bon, j'ai pas pris son prénom, je suis un peu bête. Mais c'est pas grave. En gros, c'est un peu le Andy Kaufman japonais, dans le sens où c'était quelqu'un qui était très connu au Japon, notamment pour des émissions de télé, pour des happenings. C'était pas forcément un humoriste comme pouvait l'être Andy Kaufman, mais lui était aussi beaucoup dans le cinéma. Même si je crois que le cinéma, ça va venir plutôt après. Enfin bon, bref. Mais c'était une personnalité assez connue. Et donc Anthony Inoki s'est dit, bah, je vais ramener quelqu'un de connu, je vais le mettre à la télévision et ça va augmenter les audiences. Donc Kitano, il fait ses débuts le 27 décembre à Ryogoku. Le soir où il y a évidemment les débuts de Vader. Et Kitano, il va être un peu le porte-parole du top clan Hill. Parce que durant l'année 87, durant l'été notamment 87, Anthony Inoki, le top babyface, il va feuder avec Masa Saito, qui va prendre le rôle de top heel de manière assez ponctuelle parce qu'il va feuder avec Inoki, mais le top heel, celui qui crée le plus de réactions, c'est Riki Choshu. Voilà, vous avez toujours le top face, c'est Inoki, ensuite vous avez Fujinami, et ensuite vous avez des mecs comme Kimura et Sakaguchi, qui sont eux-mêmes associés à Inoki et Fujinami. Et du côté des heels, vous avez Riki Choshu qui est le top heel, et vous avez Masa Saito. Les deux vont se retrouver dans le même clan, un peu dirigé par Kitano, même si c'est pas vraiment dirigé. Et Kitano, en gros, il va être un peu une espèce de porte-parole, comme peut l'être. J'ai oublié son nom, le mec de AEW, là, qui a une espèce de clan autour de lui. Il y a les hommes de l'année, il a ramené des gens du MMA. Comment il s'appelle Dan Lambert, je crois. Je crois que c'est Dan Lambert. Voilà, qui a un côté très, très concon, voilà, très rétrograde, je sais pas si c'est le bon terme. Mais voilà, en gros, c'était plus des hommes avant, etc. Là aujourd'hui, c'est plus des chorégraphes, machin, nanana, vous n'êtes pas des vrais hommes. Bah là, ça va un peu être le même truc.
Alors il est passé où le strong style, le New Japan, machin, Inoki, ouais, etc. Fujinami, ouais, c'est bien beau, nanana. Mais c'est pas des vrais hommes, c'est pas des tough guys. Voilà, moi je suis avec Masa Saito, je suis avec Riki Shoshu, et je vais ramener un top gaijin qui va venir détruire Antonio Inoki, il va finir Antonio Inoki. Et au tout début du show, du 27 décembre, il y a un peu une présentation de. Enfin, un peu une promo au début de show de Shoshu, etc. Et il y a Vader qui est présenté au public. Donc il y a Inoki et Fujinami. Fujinami, non, mais il y a Inoki qui se pointe et tout. Bon, ça trash talk un peu. Et puis, ce show-là a été vendu sur le main event Antonio Inoki contre Riki Shoshu pour finir l'année. Tu peux pas faire une plus grosse affiche. C'est un main event, c'est du 1 contre 1. T'as le top babyface d'un côté, t'as le top heel de l'autre. Tu peux pas faire mieux. Après, le pré-main event, c'était vendu comme Tatsumi Fujinami et Kimura. Donc ceux qui ont été les premiers champions par équipe avec WGP. Je sais plus s'ils sont encore champions à ce moment-là. Mais bref, c'est vraiment un peu les deux. Enfin, Fujinami c'est le deuxième babyface et Kimura c'est un peu le 3-4 avec Sakaguchi. En face, vous avez Masa Saito, donc qui est un peu le deuxième top heel, et Vader, qui même s'il débarque, on ne sait pas vraiment qui c'est. Par association, c'est un peu le troisième top heel. Donc voilà, donc deux gros main events. Donc forcément, c'est censé être vendeur et être chouette. Hein. Et Inoki, pourquoi il ramène Vader? Il ramène Vader parce que en fait, il estime que pour booster ses audiences télévision, pas forcément dans les arènes, sur les arènes, quand ils sont à Tokyo, il faut quasiment sold out tout le temps. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est vraiment une compagnie qui est quasiment estampillée Tokyo, quasiment exclusivement. Donc voilà, pour la télévision, Inoki estime qu'il a besoin d'un top heel, gaijin, un peu comme ce qu'il avait avant avec Stan Hansen et Bruiser Brody. Voilà, donc il pense à la gimmick de Vader. Et il faut savoir qu'il y avait plusieurs personnes qui ont été. Enfin, Inoki a pensé à plusieurs personnes, a pensé à. J'ai oublié son vrai nom, mais le mec qui va faire l'Ultimate Warrior. Je crois que c'est Ludwig quelque chose, non, je sais plus, bref, on s'en fout. Et il avait pensé à Psycho Sid. Voilà. Mais c'est Masa Saito, qui avait déjà un pied aux États-Unis, qui va repérer Vader. Alors je sais plus s'il le repère à la AWA ou s'il le repère en Autriche, chez Otto Wanz. Je sais plus. Je crois que c'est à la AWA, mais je suis pas sûr. Donc Masa Saito va convaincre Inoki que Vader, enfin Léon White, ferait un très bon Vader. Inoki va l'écouter, et c'est tant mieux. Parce que Vader, enfin Léon White c'est quand même le meilleur catcheur des trois, avec Sid et le Warrior. Donc voilà, les présentations sont faites. Vader est censé faire ses débuts, mais il va avoir un peu un trash talk, machin, etc. Il doit y avoir Fujinami dans le tas, je pense, quand même, au début du show. Et en fait, Riki Shoshu, il va décider de prendre la place de Vader et il va catcher également dans le pré-main event. Donc déjà là, les gens sont pas contents dans le public parce qu'on te vend un main event Inoki Shoshu, mais en fait, il y a un des deux qui va quand même catcher avant. Donc quelque part, ça dévalue un peu ton main event parce que tu sais que tu vas pas avoir une affiche qui est protégée. En fait, dans le truc. C'est comme si aujourd'hui vous aviez dans une compagnie, celle que vous regardez le plus, WWE, AEW ou New Japan, peu importe. Prenez la top affiche que vous pouvez faire, donc vous êtes vachement hypé, mais par contre il y en a un des deux qui va quand même catcher juste avant. Donc ça dévalue un peu le main event. Donc forcément, donc les gens ne sont pas contents, déjà salut. Le show se déroule, donc les gens j'imagine continuent à boire. Hein. Arrive le pré-main event, donc Tatsumi Fujinami et Kimura contre Saito et Shoshu. Donc déjà le match, il va pas durer longtemps. Déjà le match commence avec Shoshu et Kimura. Et il y a un chant dans le public, stop the match, arrêtez le match. Déjà, donc ça part mal. Enfin, ça part mal, mais le match avait aucune chance d'être bon parce que le public n'avait pas du tout envie de ce match. Donc ils vont chier sur le match, tout simplement. Il va rien se passer, le match va être nul, ça va durer 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Shoshu va gagner clean pour un peu le builder pour le main event, mais les gens n'achètent pas du tout, il va battre Kimura clean. Voilà, l'Aliato. 1, 2, 3,
Il va prendre le micro, il va trash talker Inoki. Inoki arrive. Inoki, Shoshu, le main event qui est censé arriver. Les gens sont déjà sont déjà très vénères. Ils laissent une petite chance au match. Le match se déroule. Ça va pas durer longtemps, ça va durer un peu plus de 6 minutes aussi. Donc nul. Riki Shoshu va se blader. Après un truc à l'extérieur, je crois que c'est quand il se colle la tête contre le poteau, je crois. Voilà, rien d'intéressant, le match va durer un peu plus de 6 minutes. À partir de ce moment-là, qui arrive au bout de la 2 ou 3e minute, il se passe plus rien, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus d'offense. Shoshu, il a la merci d'Inoki, il le met dans sa prise de soumission. Il y a Hiroshi Ase qui débarque, boum, il cause une disqualification. Les gens, ils vont chier sur le booking de ouf, parce qu'en plus, les gens, ils en ont marre. Les gens leur a promis un super main event qui est dévalué parce qu'il y en a un qui catch avant, qui est encore plus dévalué parce qu'il dure 6 minutes, parce que le booking du match il est nul, parce qu'en plus il y a une disqualification à la fin. Les gens ils chient sur le match à fond, parce qu'en plus tu grilles ta méga cartouche. T'as ton top face contre ton top heel et tu fais tout pour détruire l'affiche. Ça fait quand même aucun sens. En termes de booking, ça fait aucun sens. Et derrière, Inoki s'entend que, bon, c'est un peu en train de partir en couille cette affaire. Il appelle Vader. Vader qui était dans les vestiaires en train de boire des bières parce qu'a priori on lui avait dit que au final il allait pas catcher ce soir. Et ça je le tiens de Vader. Alors je sais plus dans quel shoot interview, je sais plus. Il y a celle de Hannibal TV qui est disponible sur YouTube, je crois, gratos. Un peu plus d'1 heure. Et il y en a une autre, je crois que c'est RF vidéo, un truc comme ça. Bon, celle-ci elle est pas gratuite, ou alors faut la trouver. Ça c'est, je sais plus si c'est RF vidéo, mais en gros c'est des mecs qui font une shoot interview qui vont chez Vader après qu'il ait quitté WWF en 80, je crois que c'est début 99 qui s'en va, un truc comme ça. Et juste après, quand il a eu sa libération, il y a une shoot interview machin, les mecs vont chez lui et je crois que c'est à ce moment-là qu'il parle d'Inoki et de ses débuts au Japon. Et Vader raconte que il était dans la vestiaire en train de boire machin, et Inoki fait sa promo après le main event. Donc du coup il y a un mec qui vient le chercher machin, ouais, faut que tu t'habilles, faut que tu ailles dans le ring machin. Donc Vader il remet son espèce de truc là, son espèce d'armure qu'il avait. Il va au ring machin. En fait il sait pas ce qu'il doit faire. Donc il dit moi j'attaque. Et il attaque et il voit que en fait Inoki répond pas. Donc Vader il fait moi je continue du coup. Et il attaque, il attaque, il attaque. En fait, ça va être une grosse ligne droite de Vader, un gros squash. Ça va durer moins de 3 minutes. Donc en plus, les gens, après le Inoki Shoshu, déjà ils sont vénères. Il appelle Vader. Bon, les gens ont jamais vu Vader catcher. On leur annonce un mec imbattable, machin et tout. Bon. Ils voient le gars arriver, mais c'est Inoki en face. Inoki c'est Dieu. Il n'y a pas plus fort qu'Inoki. Et Inoki qui job jamais d'ailleurs. En plus, donc ça renforce son truc. Vader il arrive. Donc les gens sont là, silence total. Il n'y a pas de bruit. Les gens, ils laissent une chance au match. Et ils voient comment ça se passe, un gros squash. 3 minutes. Enfin, moins de 3 minutes, c'est 2 minutes 30 quelque chose. Il n'y a pas d'offense d'Inoki. Il n'y a pas de compétition. Quand même, c'est un peu le but... Enfin, l'essence même de New Japan, c'est un peu le strong style, c'est le dépassement de soi. Et il n'y a rien là. Inoki se fait rouler dessus, quoi. Pour la télévision, ça peut être bien éventuellement. Mais en fait, c'est ça le truc, il faut savoir jongler entre télévision et foule. Surtout que là, t'es Ryogoku, c'est une foule hardcore. Et en plus, c'est la fin d'année, c'est le Bonenkai. Les gens ils sont bourrés. Enfin, ils sont sous alcool. Je pense que les mecs ils étaient chauds, mais chauds quoi. Et donc, selon les reports, Vader va défoncer Inoki, moins de 3 minutes. Il va se faire évacuer, machin. Ils sont venus le chercher en voiture, ils l'ont même pas laissé se changer. Il est parti à l'hôtel direct. Derrière, il y a eu bordel dans l'arène. Les gens étaient sur des coussins. Ils ont mis le feu aux coussins qu'ils ont lancés sur le ring. C'était le bordel. D'après les reports, notamment de Melzer, la police a mis 1 heure pour calmer et évacuer la foule. Quand même un délire. Voilà. Derrière, il y a le fameux Kitano qui était censé booster aussi le deal télé de par sa présence de personnalités connues. Lui et son entourage, alors là on n'a pas les détails, mais a priori lui et son entourage
son entourage, je sais pas qui ça comprend, si c'est des amis, si c'est des agents ou je sais pas quoi. Ils s'en sont pris à des journalistes présents dans l'arène. Donc, scandale. Donc, la télévision, au vu du scandale et de la mauvaise presse, c'est-à-dire, et du coup, c'est à ce moment-là, j'ai profité de l'interlude pour vérifier cette info. C'est à ce moment-là que la chaîne de télé va décider que, bon, New Japan, les audiences baissent et le scandale, bon, on vous retire le prime time le lundi soir, on vous met à minuit. Donc forcément, la télévision va moins payer la compagnie, donc la compagnie va avoir moins d'argent de par son deal télé, de manière directe, parce que la compagnie va moins recevoir d'argent de la compagnie du deal télé et ça va freiner l'expansion et je pense que ça va impacter dans les salles sur les mois à venir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Coupe budgétaire, les fameuses coupes budgétaires. Et c'est l'une des raisons, notamment, c'est pas la seule, qui va faire que quand, au tout début de l'année suivante, en 88, quand les ex-shoot-stylers de UWF vont vouloir repartir de New Japan pour refaire une nouvelle UWF, New Japan ne va pas les retenir. Hein. Les Maida, les Takada, etc. Ils sont revenus, ça a été bien, il y a eu un incident, New Japan n'a pas vraiment bien géré le truc, et en plus ils veulent repartir. On n'a plus forcément assez d'argent pour payer tout le monde, donc eux on va laisser partir et puis on va s'économiser ces salaires là. Donc voilà. Je crois que concernant Vader, c'était bon. Voilà, pour le show du 27 décembre 87, un show immensément important. Parce que, comme j'ai dit, New Japan va se faire bannir de l'arène pendant 14 mois. Parce qu'il revient donc en février 89. Ils ne seront pas là durant toute l'année 88. Ce qui va être un problème parce que durant toute l'année 87, à chaque fois qu'ils vont y aller, ils vont faire sold out. Sauf une fois, je crois, ou deux, peut-être. Je crois que c'est qu'une fois. Donc voilà, une arène qu'ils avaient pour habitude de bien remplir. Enfin, de tout le temps remplir. Donc ils vont être privés de cette arène-là, qui est une arène conséquente. Scandale, donc mauvaise presse, donc moins d'argent. Le deal télé qui change. Diffusé à minuit au lieu du prime time. Carrément moins bien. Et quelque part, ça va aussi abîmer l'image de Riki Choshu. Parce que Choshu, il perd en 6 minutes main event contre Inoki. Bah, après, c'est une disqualification, mais bon, vu dans quelle situation il était, il aurait perdu. Et en plus, Choshu, suite à tout ça, il va jamais pouvoir prendre sa revanche in kayfabe contre Akira Maeda, qu'il a quand même bien défoncé avant. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Hein. Et puis, échec, hein, le projet Kitano, qui n'ira jamais plus loin. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce show du 27 décembre 87. Ouais, voilà. Après, sur la fin des années 80, va y avoir un peu le retour de la nouvelle génération des Trois Mousquetaires. Voilà. Mais ça, j'en parlerai, je pense, à partir de la prochaine vidéo. Je pense qu'en fin des années 80, je vais rien couvrir parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a le premier show au Tokyo Dome de New Japan en 89. Ça, j'ai déjà couvert dans une ancienne vidéo. Et durant ce show, il y a un tournoi pour couronner un nouveau champion. Je crois que c'est Tatsumi Fujinami qui est champion à ce moment-là. Il y aura le titre vacant. Je ne sais plus si c'est pour blessure ou si c'est pour élire un nouveau champion au terme du tournoi. Je crois que c'est sur blessure avant tournoi. Plus très sûr, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, nouveau tournoi, enfin un nouveau champion sera élu, sera couronné à la fin du tournoi qui aura lieu au show du premier show du Tokyo Dome. Voilà, je vais y aller. En finale, on met Vader contre Shinya Hashimoto. Donc on promeut un nouveau talent qui part un peu de rien. Vader, il est installé depuis déjà 2 ans, donc bon, enfin un peu plus d'1 an. Donc c'est déjà un gros nom. Vader va gagner le titre, évidemment. Et voilà. Après, je pense que c'est la seule chose à signaler. Je pense que 88, là, j'ai rien qui me vient. 89, oui, il y a le premier show Tokyo Dome. Vader champion IWGP. Premier Gaijin champion IWGP poids lourd. Poids lourd IWGP, donc c'est notable. Et puis après, je pense qu'on va parler des années 90. Je sais pas encore de quoi on va parler au début de la décennie. Peut-être un mot sur le climax. Voilà.
Donc, et puis peut-être les trois mousquetaires, quand même. Enfin, après, les trois mousquetaires, je pense que j'en reparlerai sur toutes les vidéos que je ferai pour les années 90. Je sais pas combien de vidéos je ferai pour couvrir la décennie. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, encore une fois. Merci du soutien que vous m'apportez, des retours que vous me faites. C'est toujours appréciable. Et puis si vous trouvez que la qualité des vidéos augmente, progresse, ben c'est aussi grâce à vous, parce que vous me faites des retours sur différentes choses. Et cette série, c'est un peu la vôtre aussi, parce que moi, comme je le dis souvent, sur ma chaîne, je publie des choses que j'aurais aimé trouver quand je me suis intéressé à l'histoire du catch, tout simplement. À l'histoire du New Japan, c'est un peu compliqué à trouver. Enfin, surtout quand moi j'ai commencé il y a un peu moins de 10 ans. Voilà, aujourd'hui c'est un peu plus facile de trouver. Notamment à partir des années 90. Pour les années d'avant, il n'y a pas grand chose. Un peu comme pour le catch américain avant la prise de pouvoir de Vince McMahon en 84, 3. Putain, j'ai toujours un doute. Je crois que c'est 84. Non, c'est 83. Et il donne le titre à Hogan en 84. Voilà, je confonds d'armes, j'ai plus, bref, on s'en fout. Mais voilà. Le Japan, avant les années 90, avant les trois mousquetaires, il n'y a quasiment pas d'infos. Voilà. Donc, moi, c'est aussi mon but de parler un peu des choses méconnues pour mieux connaître, enfin, pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour mieux comprendre les années 90 aussi. Voilà, le shoot style, etc. Le Joshi, dont je parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Parce que voilà, je m'y intéresse depuis une grosse année. J'ai appris pas mal de trucs. Je connais pas encore tout, bien évidemment. Mais voilà. En tout cas, merci à tous. Voilà, c'est le moment de conclure la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à venir en discuter avec moi, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis à bientôt.